J'ai l'honneur d'animer la première partie de cette matinée. C'est un grand honneur en tant que géographe de pouvoir le faire. Et cette première matinée, cette première partie de matinée qui va être consacrée à une réflexion par-delà la fabrique de viande sur les représentations sociales de la viande, les représentations sociales de la consommation de viande et également la qualification des viandes. Et cette approche sera double dans cette première partie de matinée, puisqu'on abordera à la fois une perspective historique, on parlera du Moyen-Âge, du bas Moyen-Âge exactement, et du XIXe siècle, mais aussi une perspective géographique, puisque seront étudiés les cas de la Catalogne et de Tunis, qui sont, semble-t-il, deux espaces de consommation où sont en concurrence la viande de bœuf et la viande de mouton, avec peut-être dans l'un ou l'autre, une préférence, où se dessine une préférence gustative pour le mouton. Donc la première communication, la viande de mouton dans l'alimentation carnée en Catalogne pendant le bas Moyen-Âge, le produit et son poids social et économique, sera donc abordé par Ramon Agustín Bañegas López, qui va s'interroger, qui va d'abord tenter d'expliquer cette préférence gustative pour la viande de mouton et essayer de comprendre si cette préférence gustative s'inscrit dans la continuité du temps long ou si elle est liée à une rupture plus ou moins brutale de la société catalane. Et deux pistes, semble-t-il, se dessinent dans cette compréhension. Une piste économique, le rapport à la boucherie, le rapport entre la boucherie et le commerce de la laine et du cuir, et une piste professionnelle avec le rôle déterminant que jouerait la figure du boucher. Merci à l'organisation pour m'inviter à ce très beau colloque. On a connu tellement de gens et c'est intéressant. Oui, voilà, je vais parler sur la Catalogne, sur un espace géographique concret et sur l'évolution de la consommation de viande dans ces territoires au long du Moyen-Âge, depuis l'autre Moyen-Âge au bas Moyen-Âge. La connaissance du rôle de la viande dans l'alimentation médiévale a changé beaucoup ces dernières années grâce à l'incorporation de l'archéologie au discours, ce qui a permis d'affiner la connaissance que l'on avait sur l'importance de chaque viande sur l'ensemble des régimes alimentaires et leur évolution au long du Moyen-Âge. Et les plus grands progrès dans ces camps de travail ont été faits surtout au nord du Pyrénées, en France, en Angleterre et dans ce territoire, mais par contre, peut-être en Espagne, encore l'archéologie, c'est encore en discipline à évoluer. Le travail fait dans ces pays ont montré qu'au bas Moyen-Âge, autant au nord de la France qu'en Angleterre, une des viandes les plus importantes était celle de bœuf, un fait qui ne contradisait pas les données apportées par la documentation, où on voyait que malgré les différences entre les régimes des différents groupes sociaux, le bœuf était une des viandes les plus transversales parmi toute la population de ces régions. Au long du Moyen-Âge, les bœufs s'abattent de plus en plus jeunes au fur et à mesure que les chevaux prennent sa place à la charrue et ils sont élevés principalement pour la viande. Au montant, la déforestation met à l'écart les porcs qui perdent poids dans tous les régimes, restant forts malgré tout sur les tables des nobles. D'une façon pareille, en Italie, les historiens ont pu constater que la viande bovine devient une des viandes les plus consommées dans le monde urbain pendant le bas Moyen-Âge, principalement les veaux, qui est une viande de prestige très convoitée, tandis que les porcs, comme en France et en Angleterre, perdent importance. L'ensemble est assez divers, mais il y a certaines lignes communes. Et donc, pendant le haut Moyen-Âge, dans un Europe forestier prédomine l'élevage des porcs et des bovins. La rarification des forêts et la substitution progressive des chevaux dans le travail des champs entraînent un changement de l'économie rurale, mais aussi de la façon à manger, au fur et à mesure que les lieux d'alimentation des porcs disparaissent et les bœufs sont élevés pour le marché des viandes. C'est un discours que j'ai schématisé beaucoup, heurte avec les données qui offrent le travail qui, depuis les années 70, ont étudié les consommations d'aliments en Catalogne. Ces historiens ont aperçu que la viande la plus consommée en Catalogne à la fin du Moyen-Âge était le mouton. Ces faits a surpris la chercheuse française Claude Carrère, qui a constaté aux années 70 que les autorités de Barcelone seulement se souciaient
du bon approvisionnement des moutons en assurant la vente d'entre 43 200 et 72 900 têtes par année. Un autre document de la ville de Barcelone montre que la viande de mouton représente plus de 50% de la viande consommée dans la ville. Ces données sont ratifiées par les documents comptables privés de différents groupes sociaux qui habitent dans l'ensemble de la Catalogne. Par exemple, autant les pauvres de la Pia Almoina de Lleida, Lleida c'est une ville qui est au centre de la Catalogne, comme ceux de la Pia Almoina de Barcelone, font l'alimentation des assistés sur les pains, les vins et la viande de mouton. Curieusement, ce type de viande était aussi la plus consommée chez les rois d'Aragon, ou parmi les frères mendiants des couvents catalans. Les livres de comptes privés et les assurances des bouchers montrent que la demande était forte et constante au long de l'année. Bien que dans certaines époques, les moutons, par exemple à l'hiver, les moutons doivent concurrencer avec les porcs et pendant l'été, ils concurrencent avec les bœufs. Cette importante consommation de moutons s'ajuste très mal à l'esquema de l'évolution de la consommation de viande que l'on fait pour l'ensemble de l'Europe. On peut se demander quelle est l'origine de cette préférence pour les moutons que la Catalogne partage avec d'autres régions méditerranéennes de la péninsule ibérique comme la Valence ou la Murcie. Dans cette communication, je chercherai de reconstruire l'évolution de la consommation de viande en Catalogne au long du Moyen-Âge et mettant en rapport l'évolution de la consommation et les changements du paysage et l'économie. Le travail d'Isaac Álvarez et Josep Anton Molina sur la consommation de viande au Vallès. Le Vallès, c'est une région qui est à côté de Barcelone. C'est un petit vallée qui est à côté de Barcelone. Pendant le Moyen-Âge, publié en 2002, est la première tentative sérieuse de faire une analyse contrastée des sources documentaires et archéologiques autour de l'alimentation catalane pendant le Moyen-Âge. La comparaison des données qui apporte les cartulaires ecclésiastiques du monastère de Sant Cugat, de la cathédrale de Barcelone, du monastère de Sant Llorenç de Munt et de celui de Santa Anna, avec celle de 7 sites archéologiques dans la même région catalane, montre une spectaculaire coïncidence de résultats. L'information de la documentation analysée dans cet article a une chronologie qui va du Xe au XIIe siècle et a un caractère principalement économique. Les statistiques faites par les deux chercheurs montrent que dans ces 3 siècles, les bétails les plus représentés dans l'ensemble des documentaires analysés étaient les ovins caprins, qui apparaissent dans un 40% des documents, tandis que les bovins n'apparaissent que dans un 12% et les suidés dans un 8%. De la même façon, dans les restes archéologiques, les ovicaprins ont une représentation de 36%, tandis que les bovins ont un 7% et les suidés un 12%. L'analyse archéologique qui a été faite avec les restes très fragmentaires ne permet pas de voir les genres ou l'espèce des ovicaprins. Ce n'est pas possible de voir s'ils sont des chèvres ou s'ils sont des brebis. Par contre, la documentation montre une prépondérance très claire des brebis parmi les ovicaprins, comme on peut voir dans les graphiques. Actuellement, je collabore avec un petit projet qui est en train d'analyser les documentations économiques catalanes du Xe et XIe siècle depuis un point de vue élémentaire. Le travail fait jusqu'à maintenant a étudié un total de 840 documents appartenant au cartulaire du comte Ramon Borrell et Ramon Berenguer Primer de Barcelone. De l'ensemble des documentaires, il n'y avait que 38 documents avec quelques informations sur le bétail ou la volaille. Les données que ces documents apportent ne sont pas faciles à analyser car assez souvent, ils n'explicitent pas le nombre de têtes de chaque type de bétail ou il faut une masse. Et il faut aussi, le problème c'est que il n'y a pas, jusqu'à maintenant, nous n'avons pas analysé assez de documents. Et au montant les documents, il dit de temps en temps combien de têtes il y a, par exemple, dans un testament, surtout sont des testaments de tout type de gens, pendant le XIe siècle, du Xe siècle, XIIe siècle. Et il explique de temps en temps si le nombre de têtes qu'il lègue, qu'il donne le légataire, mais il y a un moment qu'il ne lit pas. Il dit seulement des brebis, on donne des brebis, on donne des porcs, mais il ne dit pas combien de têtes. Alors, c'est difficile l'analyse de ce type de documents. De toute façon, il montre certaines données intéressantes. Par exemple, dans une bonne partie des testaments, les testateurs donnent en héritage un certain nombre de têtes de brebis et de porcs. Normalement, plus de brebis que de porcs. Par contre, les moutons et les chèvres sont rares dans les testaments. Ces données changent quand il s'agit d'un paillement en membre puissant de la société. Alors, il apparaissent les moutons, les porcs, les poules, ou même certains aliments spécialement appréciés, comme les jambons de porc.
mais on ne trouve presque jamais des chèvres, des brebis ou d'autres viandes peu appréciées. Pour illustrer cette préférence des élites pour certains produits, c'est intéressant par exemple un document de l'année 1013 où les habitants d'une petite ville du Vallès payent au comte pour récupérer un ancien pâture de la communauté 30 moutons, il dit optimos et pinguissimos, bon et gros, tandis que le propriétaire du terrain reçoit 30 brebis pingoises. Alors, pour les comtes, on paye avec des moutons, mais aux anciens propriétaires qui ne sont pas un membre de l'élite, on paye avec brebis. Dans les comptes, la tête politique du comté reçoit les paiements en moutons et les descendants du propriétaire du terrain en brebis, montrant la préférence des élites pour les moutons. Dans un autre document daté à 1035, il se spécifie qu'un terre doit payer les droits divers en monnaie, poules et moutons. Dans les documents d'information d'une terre daté au 1607, on spécifie que le feudataire doit recevoir tous ses droits sur la terre en porc et moutons. Les types de paiements changent selon la région. Par exemple, un document de la région de Payas, que c'est aux Pyrénées, daté en 1051, montre que les paiements des droits juridictionnels, là-bas, on les paye avec jambon de porc, mouton et vin. Alors, selon la région, on voit qu'il y a des changements alors de payer, mais toujours les trois types de viande avec lesquels on paye, c'est les poules, les moutons et les porcs, ou les jambons de porc. Il s'agit, les jambons de porc apparaissent aussi en tant que science dans la terre du Vallès à la région productive de porc encore au bas Moyen-Âge. On dit que ça dépend des régions. Par exemple, la région de Gironde, il y a un territoire qu'on appelle la selva, qu'on appelle les forêts encore aujourd'hui. On paye seulement avec les jambons de porc, les poules et les châtaignes. Par contre, dans une autre région de la Catalogne, à ce moment-là, on paye avec les moutons, les jambons de porc et les poules, ou avec les moutons saumon et les poules. En fait, la production et même la consommation de viande changent selon la région de la Catalogne. Il y a des régions plus forestières où la production de porc était très, très importante. Par contre, dans d'autres régions où il domine l'arachique et le pâturage, il y a moins de porc et beaucoup plus de vin. Le professeur Antonio Riera montrait dans un article écrit il y a quelques années qu'encore pendant le XIIe siècle, les membres de la cour comtale changeaient leur menu selon la région où ils étaient, indépendant fortement des revenus locaux en aliments. Alors, selon les premiers documents qui montrent les dépenses alimentaires de la cour comtale, à l'hôtel comtal de Villamajor, qui c'est au Montseigne, qui c'est dans une région très forestière, qui était une région aussi où il y avait les forêts de chênes, les moutons n'apparaissent jamais sur la table comtale qui est dominée par les porcs et la volaille. Par contre, à la même époque, à Perpignan ou à Sentmenat, dans les Vallès, les porcs, les moutons et la volaille partagent la table des puissants. Alors, à ce moment-là, quand les comtes ils voyageaient partout la Catalogne dans les différents palais qu'il y avait dans la Catalogne. Et sa table, c'est qu'il mangeait, changeait selon les lieux où il allait, selon les revenus de ce palais. Alors, si le palais c'était dans un territoire très forestier, on trouve surtout les porcs et les poules. Mais s'ils sont dans une autre région où les porcs sont plus rares, alors on trouve les moutons. En définitive, malgré la nécessité d'approfondir la recherche, surtout en archéologie médiévale, laquelle pourrait nous aider à mieux comprendre une documentation faible pour cette époque, on peut s'approcher à un certain modèle de consommation de viande en Catalogne pendant le haut Moyen-Âge. En principe, autant parmi les paysans que parmi les nobles, la viande la plus consommée provient des animaux domestiques. Il s'agit d'un élevage local à petite échelle qui profite des espaces bas de pâtures, garrigues et forêts, que les paysans combinent avec la culture des céréales et de la vigne. Parmi les bétails domestiques, probablement les plus communs étaient les bétails ovins, qui étaient dans un certain équilibre avec les suidés. La proportion entre l'une et l'autre pourrait changer selon la région et les paysages. Autant les suidés que les ovins, on peut les trouver sur la table de la noblesse et des paysans, mais tandis que les porcs partageaient la table des deux groupes sociaux, on peut trouver les porcs dans la table des paysans et sur la table des nobles. Les moutons étaient une viande exclusive des puissants, tandis que les brebis seraient une viande exclusive des paysans. Entre les moutons des puissants et les brebis des paysans, il y a une énorme différence. Les premiers étaient élevés pour la viande et il était abattu au meilleur moment de sa consommation. Les brebis, par contre, étaient élevées pour la laine et le lait et elles étaient abattues quand elles ne pouvaient plus fournir ces deux produits. Jusqu'à le IIe siècle, les bétails ovins étaient élevés en régime sédentaire,
Au maximum, il faisait une transhumance courte du fond de la vallée à la montagne. En général, entre le XIe et le XIIe siècle, la documentation montre l'existence de petits troupeaux qui étaient liés à une exploitation agraire, CVT, propriété d'une famille. Alors, dans le haut Moyen-Âge, la Catalogne était dans la frontière, c'est une frontière avec le monde musulman. Alors, la Catalogne était entre les Pyrénées et la frontière, et encore, normalement, l'élevage ovin était un élevage fermier. Au maximum, il faisait une petite transhumance entre les fonds de la vallée et la montagne, mais il ne faisait pas encore la longue transhumance. En général, dans le 9e et le 12e siècle, la documentation montre l'existence de petits troupeaux qui étaient liés à une exploitation agraire. CVT, propriété d'une famille, profitait des terrains verts qui avaient autour des espaces cultivés. Il l'appelle la documentation les Pascua, les Prato et la Garriga, qui nous montrent un paysage de forêt méditerranée dégradé. À partir du XIIe siècle, il y a un changement important. Entre les 1148 et les 1554, Ramon Berenguer Car conquiert le sud de la Catalogne. C'est aussi à ce moment que l'on fonde les grands monastères du Cister dans les nouveaux territoires conquis. C'est le monastère de Poblet et de Santas Creus, lesquels vont spécialiser leur économie sur le grand troupeau d'ovins élevés dans un système de transhumance de long parcours. Ces monastères vont réussir à avoir un contrôle effectif des pâturages de la montagne et de la plaine. Au monastère du Cister vont se joindre certains monastères bénédictins des Pyrénées, comme celui de Ripoll, de Sant Joan de les Abadesses, Cuixà ou Canigó. Autour de ces entrepôts de monastères va s'agglutiner les bétail d'autres propriétaires à travers le système du Val-à-Cheptel, qui va permettre aux petits éleveurs de profiter des pâturages acquis par les moines dans les deux territoires, dans les plaines et dans la montagne. On voit ici que c'est la partie avec points, c'est les pâturages de montagne, les pâturages d'été, et la partie avec ligne, c'est le pâturage d'hiver, c'est le pâturage de la plaine. Alors, entre la plaine et la montagne, il y a toutes ces routes que je n'ai pas mis ici, mais toutes ces routes qui font la connexion entre les deux territoires et ces changements qu'il y a. Alors, dans le XIIe siècle, on conquiert la partie sud de la Catalogne, ce qui permet de faire pour la première fois à nouveau la transhumance de long terme. Et c'est après, pendant le XIIIe siècle, qu'on conquit la Valence. Alors ça va être la consolidation finale du système de transhumance dans le courant d'Aragon. L'apparition des grands éleveurs monastiques concorde avec un développement de l'industrie de la laine en Catalogne. Par exemple, la fabrication des draps de laine est documentée à Vic à partir de 1139, à Molleux à partir de 1151, à Barcelone à partir de 1193. À partir du milieu du XIIe siècle, il se bâtissent des moulins drapiers à Girona, à Sales, à Lleida. Cette industrie émergente profite du développement de l'élevage ovin. La conquête du royaume de Valence au IIIe siècle fixera d'une façon définitive les chemins de transhumance de la couronne d'Aragon, qui se structureront à partir d'une complexe relation de privilèges et d'accords mutuels entre les villes de la plaine et celles de la montagne. La laine du maestrat, le maestrat c'est le nord de la Valence, c'est ce territoire d'ici, c'est ça le maestrat. La laine du maestrat de la Catalogne centrale, alors de ce territoire d'ici, et de l'Aragon, de tout ce territoire, de l'Aragon, va fournir une industrie drapière locale en expansion, mais aussi attirera les marchands d'autres régions comme l'Italie. L'expansion des ovins profite d'un paysage de forêt méditerranéen dégradé, ce qu'on appelle la Garriga, et qui existait déjà au moment de la colonisation chrétienne du territoire, fruit du climat et de la longue histoire d'exploitation anthropique de la terre qui avait laissé une empreinte profonde sur le paysage. Malgré l'expansion des cultures, les communautés villageoises, les seigneurs et les monastères vont protéger, réguler et même répandre l'espace vert qui était très important pour leur économie, spécialement dans les régions plus montagneuses où la culture est plus difficile, spécialement dans ces territoires d'ici, dans les maestrades, mais surtout dans les Pyrénées, qui vont protéger ces pâturages. On voit par exemple que dans Torroella de Montgrí, au nord de la Catalogne, c'est ici,
la Torroella de Montgrí. Dans l'Empordà, les montagnes est profitées déjà au XIIIe siècle pour les pâtures de bétail au vent et les usagers doivent payer les droits de pâturage. À Sant Boi de Lluçanès, au centre de la Catalogne, les chanoines de la cathédrale de Vic touchent des droits sur le chef de pâturage de la ville, normalement un agneau, une certaine quantité de laine et un fromage. Les grandissements des troupeaux itinérants vont obliger à la création de devesas, des pâturages clos réservés aux habitants d'un certain lieu pour les bénéfices, pour les habitants de certains lieux ou au bénéfice du seigneur, et ils se feront pour protéger les troupeaux locaux de ces troupeaux itinérants qui viennent de la montagne chaque année. Ces devesas, qui viennent du mot defensa, elles seront spécialement importantes au nord du royaume de Valence, où l'expansion de l'élevage transhumain obligera à la création d'un grand nombre de clos au XIIIe et XIVe siècle pour protéger les bétails locaux. Tandis qu'entre le Xe et le XIIIe siècle, l'élevage est souvent grandit en Catalogne et dans l'ensemble de la couronne d'Aragon, l'élevage des porcs se réduit ou quand même se stoppe. Les porcs n'éprouvent pas un changement de système d'élevage. Ils continuent à s'élever en petit nombre par les familles pour l'autoconsommation. Traditionnellement, on a dit qu'en Catalogne, comme dans le reste de l'Europe, il y a un rapport direct entre l'expansion de l'agriculture, la réduction des forêts et la contraction de l'élevage des porcs et leur consommation. Mais il faudra aussi analyser avec précaution les problèmes qu'il y a les porcs pour s'adapter à l'évolution du marché au long du Moyen-Âge. À différence des ovins, les porcs ont des difficultés à parcourir de longues distances. Le commerce doit se limiter à un commerce de proximité lié à des petites exploitations ou à la vente de leur viande salée, les jambons, les bacons. En fait, les porcs continuent au long du Moyen-Âge à être un animal et une viande très attachée à la maison, à l'autoconsommation, élevé un petit troupeau et qui arrive au marché des alentours plus proches, principalement en hiver, et qui sert surtout à faire des sélections. Par contre, le commerce de la viande de mouton s'adapte très bien à l'expansion du marché, aux besoins de mobilité des produits, au procès de spécialisation économique de certaines régions et à la demande grandissante de concentration urbaine. Il paraît donc que l'expansion de la viande ovine a une liaison profonde avec le commerce et le développement du marché qui s'est produit entre le XIIe et le XIVe siècle. L'expansion de la production de la laine et la fabrication des draps sont les principales raisons de l'augmentation de la croissance de l'élevage ovin, au montant qu'un paysage et un climat adéquat feront facile le procès. Ce même climat sera un des obstacles les plus importants à l'expansion du bétail bovin, qui restera un bétail cher et précieux destiné au travail agricole, auquel on réservera des pâturages spécieux autour des villes. Ces pâturages, appelés au Haut Moyen-Âge les ferragenales, étaient nombreux autour de Barcelone et d'autres villes où apparaissent comme des espaces clos liés à une maison. Au royaume de Valence, ces espaces prendront le nom de bobalas. Ils pourront être communs pour toute la ville et ils seront des espaces exclusifs de pâturage de bétail bovin de la ville qui était destinée au travail. Même si l'expansion de l'élevage ovin est une des raisons de la grandissante importance des moutons dans la cuisine catalane au long du Moyen-Âge, elle n'est pas déterminante. On pourra manger de l'agneau ou de la vraie vie, mais par contre, la population préfère du mouton. La raison de cette préférence, il faut la chercher dans les prestiges qu'il y a les moutons déjà au Xe siècle. On avoue qu'à ce moment-là, les moutons n'étaient pas en viande très consommée. Ils partageaient la table des nobles d'une façon plus ou moins discrète avec les porcs et la volaille. Mais précisément le fait qu'ils soient sur la table des nobles, tandis que les paysans devaient manger de la viande de brebis, la transforme en une viande de prestige et une viande désirée. L'expansion du commerce et de l'élevage ovin baisseront les prix d'un produit qui, au Xe et XIe siècle, était cher et accessible seulement aux plus puissants. À partir du XIIe siècle, avec l'expansion de l'élevage ovin, la viande de mouton devient plus accessible aux économies de la population et on l'incorporera de plus en plus au menu, tandis qu'on mettra à l'écart la viande de brebis qui resterait la viande des plus pauvres. Alors, la viande de mouton en Catalogne était déjà une viande de prestige avant que les médecins universitaires ne commencent à écrire le régime de santé, où les moutons apparaissent comme des viandes les plus salutaires. Sans doute, ces écrits renforceront la position de prestige du mouton dans les tables de tous les groupes sociaux, mais ils ne seront pas la cause
de la préférence des groupes puissants pour cette viande. Ces faits expliquent que, par exemple, dans toute région où la viande bovine avait une longue tradition de consommation, il continue à être la viande la plus consommée au XIVe et XVe siècle, malgré la faible considération que les médecins avaient pour les bœufs. Alors, finalement, la viande de mouton était déjà une viande de prestige au Moyen-Âge. À ce moment-là, elle était une viande que seulement pouvaient consommer les éléments plus puissants de la société. Entre le Xe et la fin du XIIe siècle, les moutons avaient un rôle plutôt secondaire, car ils partageaient les tables de la noblesse avec d'autres viandes comme le porc ou la poule, qui étaient très consommées. Dans un contexte d'autoconsommation et d'un marché très local, la prépondérance d'un type de viande ou d'un autre changeait selon la région de la Catalogne. Chez les paysans, le porc était aussi très important, surtout comme viande salée, mais les données archéologiques montrent que la viande de brebis était la plus consommée comme viande fraîche. Ce type de viande provenait d'un animal qui n'était pas élevé comme source de viande, mais peut fournir la maison, de laine et de lait. Alors, les brebis étaient abattues après leur optimum, et leur viande était de basse qualité, mais sûrement indispensable pour la survivance des familles paysannes. Au long du XIIIe siècle, l'expansion économique et territoriale, la consolidation de la transhumance et le développement de l'élevage urbain vont reprendre la consommation de viande de mouton au détriment d'autres viandes qui ont moins de prestige et qui ne s'adaptent bien au changement économique du pays. Le prestige qu'avaient les moutons déjà au XIe siècle est fondamental pour comprendre l'importance économique qu'il y aura au XIVe et XVe siècle. Ça veut dire que l'apparition des régimes sanitatis renforcera ce prestige parmi les élites urbaines, mais ils ne seront pas la cause de l'autre consommation de cette viande pendant les derniers siècles du Moyen Âge. Merci pour cette présentation très détaillée. Quelles sont les questions ? Oui, donc je remercie Ramon pour ce panorama qui nous permet de remonter un petit peu en amont de ce qu'on sait habituellement. C'est vrai qu'on savait qu'il y avait une consommation importante de viande ovine dans les régions méditerranéennes, et spécialement dans la péninsule ibérique au XIVe et XVe siècle, mais comment la chose s'est implantée, ça c'était un petit peu difficile à savoir, donc c'est très utile de remonter au XIe siècle. Simplement, je me pose un problème de typologie documentaire. Parce que donc pour les sources du Xe, XIe siècle, si j'ai bien compris, c'est plutôt des testaments, c'est bien ça, hein, grosso modo. Alors qu'à partir du XIIe siècle, on voit plutôt de la comptabilité. Oui. Hein, la comptabilité, alors il y a quelques comptabilités curiales, mais il y a aussi des comptabilités monastiques, je suppose. Oui, monastique et courriel surtout. Oui. Voilà. Et puis alors, à la fin du Moyen-Âge, 14e, 15e, là, on a la documentation urbaine que vous avez utilisée abondamment pour votre thèse. Donc, il faut faire attention à ce que ces typologies documentaires, évidemment, sont difficilement entièrement compatibles. Hein. Donc, voilà, c'est un peu la chose compliquée, il faut en tenir compte. Alors sur la question, ma seconde remarque, c'est plutôt sur la documentation médicale. Donc effectivement, il ne faut jamais oublier que si la documentation médicale, les textes médicaux privilégient par exemple la consommation de viande ovine, c'est parce que c'est de la documentation héritée. Oui. Hein, c'est un héritage de la diététique, on va dire, gréco-arabe, on va dire ça comme ça, hein, brièvement. Hein, donc, c'est-à-dire la diététique grecque qui ensuite a été transmise à travers le monde musulman, à travers les traductions qui ont été faites à partir de la fin du XIe siècle, depuis l'arabe, donc qui ont transmis cette diététique-là, qui est une diététique effectivement méditerranéenne, hein, fondamentalement, hein, et qui privilégie les ovins. Donc là, voilà. Bon, c'était juste des remarques. Oui, mais c'est que dans le Haut Moyen-Âge, on a travaillé avec deux types de documents. C'est vrai que les testaments, c'est difficile après avec les comparer avec la documentation comptable parce qu'il n'y a rien à voir. Alors, en plus, les testaments ne sont pas très spécifiques. Ils disent on donne des porcs, on donne des moutons, des brebis. De temps en temps, on trouve un testament qui dit les nombres qu'il donne. Et normalement, quand il dit les nombres, il y a plus de brebis que de porcs, mais ça dépend aussi du moment de la région.
Mais il y a aussi la documentation rentière, cette documentation des ventes. Alors, à un moment-là, au Xe, XIe siècle, qu'il n'y avait pas beaucoup de monnaie, de temps en temps, on paye avec des produits alimentaires. On paye avec des céréales, on paye avec et surtout des céréales, mais de temps en temps, on sort aussi les paiements en animaux. Et normalement, quand on paye en animaux, on paye toujours avec un mouton ou un jambon. Mouton et jambon. Alors, ça, et ce sont normalement des paiements qui font les paysans vers les seigneurs. Alors, c'est ça qui montre qu'il peut-être, c'est toujours des hypothèses, et c'est pour ça que l'archéologie, c'est intéressant à voir pour contraster. Et il semble que les seigneurs, ils veulent ce type de viande. Ils préfèrent les moutons qui sont pour manger que les vraies vies qui seront plutôt pour la production laitière, pour la production de laine. C'est pour ça qu'il rassemble que déjà à ce moment-là, et bon, et au XIe siècle, quand il commence à avoir ces documentations comptables, c'est vrai qu'il apparaît les moutons sur la table. Il achète des moutons ou il a des moutons sur la table. Alors, ça veut dire que déjà à ce moment-là, était en viande prestigieuse ou qui est convoitée par les puissants. Oui. Combien de moutons vaut un jambon? Pour le prix d'un jambon, combien de moutons? On peut faire les calculs, mais c'est vrai que je n'ai pas fait les calculs encore. J'ai pas fait les calculs encore. Un autre calcul qu'il faudrait faire avec un archéologue, avec Marie-Pierre Aurard par exemple, c'est la transformation de vos statistiques qui sont par tête en poids de viande. Oui, c'est vrai. Ça, Oui, c'est vrai. Ça va vous aider, vous allez voir, ça va être nickel. Parce que c'est bien ce que vous présentez. Oui, c'est vrai que je suis pas archéologue et ce que j'ai travaillé, c'est avec les peu d'articles et de publications qu'ont fait les archéologues catalans ou espagnols sur ces sujets. Les problèmes maintenant, les vrais problèmes maintenant en Espagne, en Catalogne aussi, c'est qu'il n'y a pas, il y a des archéologues bien sûr, mais ils ne sont pas intéressés beaucoup au Moyen Âge. Alors, nous avons ces problèmes qu'il faut, ces sources pour finir à contraster Ça sera un petit pas en avant, un pas de plus. Et est-ce qu'on perçoit la valeur économique des pots lainés ou pour le cuir, etc. On sent quelque chose ou pas? Ah oui. Non, à ce moment-là, c'est difficile parce que normalement, on parle seulement des animaux complets. Alors, encore, il n'y a pas. Et il apparaît très peu les cuirs, il apparaît très peu les peaux, mais c'est surtout des aliments. À ce moment-là, il rassemble que ce qui intéressait tout le monde, c'est à s'alimenter, à trouver des choses à manger. Gracias. Je pense que dans le Moyen-Âge, c'est très difficile à voir s'il avait vraiment déjà des professionnels dédiés
à la viande, au mouton, ou à la viande en général. C'est vrai que c'est à partir du 13e qu'on commence à trouver des documents qui parlent déjà qu'il existe des professionnels qui travaillent sur la viande et qui travaillent sur ça. Et normalement, en Catalogne, sont les bouchers ont un rôle très important parce que ce sont eux qui achètent dans les foires, dans les marchés de la montagne, dans cette route transhumante. Ils doivent se déplacer dans la route, dans cet espace spécialisé, acheter surtout les moutons et les porter vers les villes, les différentes villes d'où sont. Alors après, ils prennent les bénéfices de tout du cuir, du suif, de tout. Alors, ils sont les vrais fournisseurs. Alors, ils sont très importants parce qu'ils sont en rapport direct avec les producteurs. C'est le producteur et le boucher. Il n'y a pas un intermédiaire au milieu. Oui, d'un point de vue archéologique, ce qui serait intéressant aussi, c'est de s'interroger sur les lieux de transhumance et voir si on peut voir dans les os, entre autres avec les analyses isotopiques, si on met en évidence ces transhumances, quels sont les lieux, quelles sont les hauteurs, parce que vous dites qu'elles changent, les systèmes de transhumance changent au cours du temps, et ça pourrait être intéressant de le valider aussi d'un point de vue archéologique. Jusqu'à maintenant, tout le travail qu'on a fait sur les transhumances sont fait à partir de la documentation, à partir des documents. On voit au haut Moyen-Âge, jusqu'à la conquête de la Catalogne sud, du sud de la Catalogne, surtout les troupeaux étaient des petits troupeaux liés en ferme et on soupçonne, on croit qu'il peut y avoir une petite transhumance, un petit mouvement entre la montagne et la vallée, mais on n'est pas sûr. Mais c'est vrai qu'on commence à voir qu'il existe des transhumances après la conquête du sud, parce qu'il commence à avoir des gros troupeaux et les grands monastères cisterciens, ils commencent à acheter ou à louer des pâturages à la montagne qui sont loin, très loin du siège du monastère pour pouvoir mouvoir et pour se mettre dans cette commence de laine qui commence à s'expandir. Mais il n'y a pas Et puis un jour, on pourra poser une question ethnographique majeure. Existe-t-il une différence entre la gestion, on va dire, ibérique et la gestion arabe? Et on pourra suivre ce problème au cours du déplacement de la frontière. Ce sera magnifique. Ah oui. Bon, en fait, il y a déjà des travaux faits sur en essayant à trouver en liaison entre la transhumance ibérique et la transhumance qu'on faisait au nord de l'Afrique, et s'il y avait une transhumance avant la conquête. Parce qu'on a déjà trouvé des documents et des pistes qui montrent que déjà les monastères, ou certains monastères avaient, par exemple le monastère de Santas Creus et le monastère de Poblet, avaient déjà relation avec le gouvernement arabe de Valence pour commencer à porter des moutons, ou des troupeaux de monastères vers l'autre côté de la frontière. Alors, avant la conquête, déjà, il commençait. Alors. Bon, c'est une très belle remarque qui permet de passer à la seconde communication, donc production et consommation de la viande ovine à Tunis au XIXe siècle. Donc, une communication qui se propose de croiser, là encore, les formes d'élevage d'une part et les formes de consommation d'autre part, à la fois la consommation quotidienne et la consommation festive. Et dans ce croisement, de mettre l'accent sur les représentations symboliques et les représentations religieuses. Voilà, donc Rached Lacal, du Centre des études islamiques de Kérouan. Ma communication porte sur la production et la consommation de la viande ovine à Tunis au XIXe siècle. Elle se compose de deux grandes parties. La première est consacrée à l'étude de la production de la viande, c'est-à-dire l'évolution des effectifs du troupeau ovin à la fin du XIXe siècle. La seconde
Et après, j'essaierai d'étudier les principales races ovines élevées en Tunisie. Dans la deuxième partie, l'analyse sera consacrée aux diverses formes de la consommation de la viande ovine en temps ordinaire et pendant les fêtes religieuses, familiales et sociales. Pour ce qui est de la production de la viande ovine, les effectifs de troupeaux ovins à la fin du XIXe siècle. D'abord, il est intéressant de rappeler qu'au milieu du XIXe siècle, la paysannerie constitue plus de 80% de la population tunisienne. La céréaliculture, l'arboriculture, essentiellement l'olivier et les palmiers datés, et l'élevage occupent une place de choix dans la vie des gens et constituent le fondement de l'économie rurale. À ce sujet, un correspondant français rapporte à la fin du XIXe siècle, je cite, « Il est impossible de dire combien il y en a en Tunisie de moutons, de chèvres et de bœufs, mais le nombre est très grand. Partout où il existe un peu d'herbe ou des champs moissonnés, on voit paître des troupeaux de centaines de moutons et de chèvres ou d'une cinquantaine de bœufs. Certes, il est difficile d'innombrer l'effectif de troupeaux ovins tunisiens, mais les estimations avancées par certains chercheurs varient entre 762 000 têtes en 1888 et 890 000 têtes en 1905. D'après ce tableau, on remarque la variation du troupeau tunisien d'une année à l'autre. Cependant, dans un intervalle de temps relativement court, entre 88 et 92, le nombre des ovins a presque doublé, de 761 000 en 88 à 1 222 000 en 92. Cette augmentation s'explique par l'amélioration des conditions climatiques, surtout que l'année 88 a été épouvantable et le bétail a subi d'énormes pertes. Il a fallu 4 ans pour qu'il retrouve son chiffre normal. La lecture transversale de ce tableau permet aussi de remarquer la prédominance des ovins par rapport aux caprins et bovins. En effet, le mouton est l'animal de prédilection de toutes les régions du pays. On note également que le nombre des chèvres avoisine celui des moutons. En effet, la chèvre côtoie toujours le mouton, à raison d'une chèvre pour 2 moutons. Cette étude quantitative nous amène à s'interroger sur la qualité du mouton tunisien, c'est-à-dire les races, les caractéristiques physiques et le rendement en viande. La population moutonnière tunisienne est loin d'être définie. Elle est assez variée et présente une grande diversité. En gros, on distingue 3 variétés prédominantes. On a le mouton à grosse queue, le mouton à queue fine et enfin le mouton de l'extrême sud. En ce qui concerne le mouton à grosse queue, il porte plusieurs noms. Dans les correspondances françaises, on l'appelle le barbarin, le mouton de Barbarie ou encore le mouton barbaresque. Les origines exactes de cette race ne sont pas bien connues. Selon certains spécialistes, la race barbarine ne serait qu'une branche de la race asiatique, provenant de Syrie et croisée avec la race autochtone. Selon d'autres, le barbarin est une race autochtone, d'où d'ailleurs son nom éthéré. Dans le dialectal tunisien, le mouton à grosse queue est souvent appelé Najdi. Najd est une région au nord de la péninsule arabique. On l'appelle aussi Qibli, terme que veut dire Orient
est. Donc, cette appellation laisse supposer que le mouton à grosse queue a les mêmes origines que la race Awassi, répandue en Orient, et qu'il a été introduit en Tunisie probablement une première fois par les Phéniciens vers l'an 1000 avant Jésus-Christ, puis par les Arabes il y a 1000 ans environ. Physiquement, le mouton barbarin se caractérise par sa petite taille, 60-70 cm, un squelette fort, tête assez forte, membres et front forts. La plupart des sujets mâles sont sans cornes, ou du moins ils n'en ont que des très petites, 1 pouce environ. Généralement, la tête est de couleur rousse ou noire. Les oreilles sont longues, larges et portées bas. Les arcades orbitaires et sciantes. L'œil est grand. Le chanfrein est épais et légèrement brusqué. La peau présente souvent des poils bruns ou roux à la tête et aux membres. La queue est grosse et porte 2 masses adipeuses plus ou moins développées, selon l'état de la bête. Le poids de la queue peut atteindre jusqu'à 15 kg. La queue forme une réserve qui se résorbe en partie pendant les périodes de disette, mais qui permet aussi une alimentation grasse aux populations locales qui l'apprécient beaucoup et y trouvent un bon régal. La viande du barbarin, elle se distingue par sa couleur rouge clair. Un tout jeune agneau donne une bonne chair, tendre et savoureuse. La viande de brebis n'est pas très appréciée et souvent considérée de qualité inférieure. Pendant les fêtes religieuses et familiales, la préférence est portée sur les béliers. Pourquoi? Parce qu'ils répondent mieux aux prescriptions religieuses et leur rendement en viande est plus important. Par ailleurs, il importe de souligner que le rendement en viande varie en fonction de l'âge, du sexe et de l'état d'engraissement de la bête. Un agneau peut être immolé à partir de l'âge de 6 mois, c'est-à-dire après sevrage. Il donne une chair fine de meilleure qualité. Quand il s'agit d'un jeune bélier bien engraissé, le rendement en viande nette peut atteindre jusqu'à 40% du poids total de la bête, soit 20-25 km, sans la queue bien sûr. Outre son bon rendement en viande, le mouton barbarin est apprécié aussi pour sa rusticité et sa précocité. Il s'adapte facilement aux conditions dures du milieu naturel. Ainsi, il peut supporter le froid sec et la chaleur excessive, la sécheresse prolongée et l'insuffisance des pâturages. La deuxième race, c'est le mouton Gharbi, ou le mouton à queue fine. Il est appelé le mouton Gharbi, un terme qui veut désigner ouest, occident. D'après cette appellation, il est clair que cette race provient de l'ouest de la Tunisie. Elle est appelée également l'algérienne, car on la trouve dans les provinces orientales de l'Algérie, Constantine et Bonn. Physiquement, le mouton à queue fine se caractérise par sa queue fine et longue, des cossinets adipeux rudimentaires. Elle est également prolifique, sobre, rustique et excellent marcheur. Il résiste aux fatigues des longues traversées et s'adapte parfaitement aux régions de grande transhumance. Grâce à sa queue fine et peu graisseuse, le mouton Gharbi est plus agile que son congénère à grosse queue. C'est pourquoi il est plus répandu dans les régions forestières et montagneuses du nord et du nord-ouest du pays. Aussi, il y a lieu de rappeler que les ovins à queue fine comportent plusieurs
sous-variétés propres à chaque région, comme par exemple le Serdi, le Zoleli. À l'âge de 3 ans, la bête peut atteindre entre 35 et 50 kg de poids vif et donne jusqu'à 20 kg de viande nette. La troisième race, c'est le mouton de l'extrême sud. On connaît peu de choses sur cette race, bien propre à la zone prédésertique de la Tunisie. Pour certains, ce mouton vient de Soudan ou de la Nubie. On l'appelle aussi le mouton des Touaregs. Les moutons de cette race présentent des formes qui les rapprochent de la chèvre. Ils sont généralement de grande taille, avec des pattes très longues, la poitrine étroite et la queue courte. Dans certains cas, la laine est remplacée par des poils. La robe est de couleur fauve, donnant souvent à ces animaux l'aspect de la gazelle. La chair de mouton de l'extrême sud est grossière et d'une saveur assez désagréable. La population locale l'apprécie plutôt pour sa grande aptitude laitière. Par ailleurs, il importe de souligner que le croisement de ces différentes espèces ovines a donné lieu à des variétés métisses. Cette entreprise a pris plus d'importance à la fin du XIXe siècle avec l'amélioration des conditions de vie et surtout la création en avril 1887 d'un organisme d'élevage dont la vocation principale consiste dans l'organisation et l'amélioration de la production animale en Tunisie. Aussi, à la fin du XIXe siècle, au début du XXe, les Français, les Italiens et les Maltais installés en Tunisie ont introduit de nouvelles variétés ovines. Les Italiens, par exemple, ont apporté la race sicilienne et sarde. Les Français ont introduit le mérinos de Crau et le mérinos de Provence. Les Maltais ont importé de leur île la chèvre maltaise. On peut dire donc que le troupeau ovin tunisien est d'une telle richesse et variété qu'on peut même parler de spécialisation selon les régions. La partie occidentale, comme vous voyez sur la carte, la partie nord-ouest est l'aire d'expansion du mouton à queue fine. Mouton à queue fine. Alors que le mouton à queue grasse se répand plutôt dans les contrées orientales et centrales de la Tunisie. Le mouton de l'extrême sud, c'est la partie méridionale de la Tunisie. Je passe à la deuxième partie de cette communication, la communication de la consommation de la viande ovine au XIXe siècle. Je dois rappeler tout d'abord que les Tunisiens portent une préférence particulière à la viande de mouton. La viande bovine tient une place moins importante que la viande ovine. Quand celle-ci, c'est-à-dire la viande ovine, devient rare ou chère, les gens recourent à la viande caprine. En été, la chair d'un jeune chevreau est très appréciée, non seulement parce qu'elle contient moins de graisse, mais aussi pour sa saveur et son goût moins fort que celui du mouton. Enfin, la consommation de la viande de chameau est plus limitée dans les contrées méridionales du pays. La consommation ordinaire ou courante de la viande ovine à Tunis, la consommation de la viande en Tunisie est un bon marqueur de hiérarchie sociale. En effet, les gens aisés mangent de la viande régulièrement, celle de qualité supérieure, alors que les pauvres se contentent de temps à autre des tripes et de la graisse. Pour les plus démunis, la viande est un luxe qu'ils ne peuvent s'offrir que pendant les fêtes religieuses et familiales. Les gens de revenus moyens, c'est-à-dire les petits artisans, les petits marchands, les fonctionnaires, etc., mangent de la viande 2 fois par semaine.
le lundi et le vendredi, en général. Pourquoi le lundi et le vendredi? Ces 2 jours se distinguent par leur caractère sacré. Le vendredi est le jour de fête hebdomadaire chez les musulmans, de la préparation de Shabbat chez les juifs. Après la prière de vendredi, préparer un couscous ou un ragoût avec de la viande de mouton est une habitude courante chez les familles musulmanes. Et le lundi, en ce qui concerne le lundi, c'est un jour de jeûne facultatif chez les musulmans. Et il est d'usage de rompre le jeûne avec une soupe et un plat à base de viande. Enfin, André, lui qui a étudié la vie quotidienne des nomades du sud tunisien, rapporte que ces derniers consomment de la viande environ 1 fois par semaine, si l'année est bonne. Sinon, dans le cas contraire, ils s'en passent facilement, sauf à l'occasion des fêtes ou lors du passage d'un hôte. La consommation festive de la viande ovine à Tunis au XIXe siècle. La vie du Tunisien est rythmée par de nombreuses fêtes religieuses et sociales au cours desquelles la viande est consommée en abondance. D'abord, les fêtes religieuses. On les appelle les mouasm. Les mouasm, c'est un terme qui veut dire les saisons. Et ils sont appelés ainsi en raison de leur retour cyclique. La première fête est l'Aïd el-Kibir. Elle est appelée également Eid el-Adha. En France, on l'appelle la fête du mouton. C'est la fête la plus importante de l'islam. Elle commémore le sacrifice d'Abraham et s'effectue par l'offrande d'une victime sanglante. En souvenir de cet événement, les familles sacrifient un bélier, les gens aisés sacrifient plus d'une bête. L'Aïd el-Kibir est également une fête d'ouverture vers les autres, d'échange et de partage. C'est une obligation rituelle de réserver une partie de mouton sacrifié aux parents éloignés et aux pauvres. Une autre partie est conservée sous forme de kadid. Le kadid, c'est une viande séchée, parfois frite et conservée dans sa graisse ou dans l'huile d'olive. Le kadid est destiné à être consommé ultérieurement pendant la fête de Ras al-Am, le jour de l'an hégérien, et l'Ashura. Je vais expliquer tout à l'heure qu'est-ce que c'est l'Ashura. Ça, c'est la première grande fête. La deuxième grande fête religieuse est l'Aïd el-Fitr. Cette fête marque la fin du mois de jeûne, le mois de Ramadan. Bien que cette fête se distingue par la consommation des gâteaux et des confiseries, les Tunisiens préparent lors de cette fête un plat à base de viande bovine appelé la mrouziya. La mrouziya, c'est un plat, c'est un ragoût de viande bovine et des épices. La troisième fête, c'est l'Ashura. Le terme Ashura désigne littéralement le 10e. C'est le jeûne facultatif du 10e jour du mois de Muharram. La fête de l'Ashura jouit d'un caractère sacré dû à divers événements bibliques et certains faits mémorables de l'islam. Si dans les villes et les coutumes de préparer vermicelles et volailles, dans les campagnes, la fête de l'Ashura consiste essentiellement à se rassasier en viande, toutes sortes de viande, bœuf, mouton ou volaille. Comme je l'ai souligné tout à l'heure, une partie du mouton sacrifié lors de la Eid el-Kibir est conservée sous forme de qadid. Pour la fête de Ras al-Am, il s'agit du premier jour de l'année hégérienne et qui survient 20 jours après la fête de la Eid el-Kibir. Cette fête commémore l'exode du prophète de la Mecque vers Médine. Elle se distingue par la consommation de qadid et des fèves sèches trempées dans l'eau la veille. Le fait de consommer de la viande conservée et des provisions provenant de l'année écoulée n'est pas dénué de sens et de symbolisme. Cela prouve
qu'on n'a pas eu à connaître de pénurie tout au long de l'année qui s'achève. Il y a plusieurs autres fêtes religieuses moins importantes et qui sont marquées par une consommation carnée, comme par exemple Al-Moulid, la fête de naissance du prophète, Laylat al-Qadr, la nuit du destin, Laylat Nisf Ramadan, la nuit de la moitié de Ramadan, etc. Je passe aux fêtes familiales et sociales. Les naissances, les fiançailles, les mariages et les funérailles sont des occasions qui donnent souvent lieu à une consommation carnée. Ainsi, en Tunisie, toute célébration d'une fête exige un sacrifice ou au moins un repas à base de viande. La victime idéale est souvent un mouton. Je prends l'exemple de la cérémonie de mariage. La COTQ impose l'organisation d'un grand repas le jour même du mariage au domicile du marié. Les invités se comptent par centaines. Les parents, les voisins, les proches. Et l'importance du banquet reflète l'aisance matérielle et la notabilité de la famille. Une autre fête familiale, l'Aqiqa. C'est une fête de naissance qui se célèbre le 7e jour après la mise au monde du nouveau-né. Cette fête est marquée par 3 rituels. Le don d'un an, la première coupe des cheveux et le sacrifice d'un animal. Le sacrifice de l'Aqiqa représente plusieurs valeurs. C'est un rite de séparation. L'enfant est séparé de son milieu natal pour entrer dans un nouvel environnement, celui du groupe social. Du point de vue anthropologique, le sacrifice de l'Aqiqa est destiné à éloigner les suspects de la mort au nouveau-né dans une société où la mortalité infantile est importante. C'est aussi une manière pour souhaiter la prospérité au nouveau-né. Pour les enfants mâles, il y a une autre fête qui est organisée quelques années plus tard. Elle donne lieu au sacrifice d'un ou plusieurs têtes de mouton et à un cérémonial haut en couleur. Il s'agit de Tour, la circoncision. Je passe aux fêtes sociales. Ces fêtes sont généralement revêtues par une dimension religieuse. Elles s'accompagnent souvent par le sacrifice de plusieurs moutons. Je prends l'exemple de Ziara. Ziara, c'est une visite d'un saint ou d'un marabout et qui rassemble des centaines de personnes autour du mausolée d'un saint pour l'honorer. Ces rencontres ponctuelles s'ajoutent à une réunion annuelle qui prend la forme d'un véritable pèlerinage. On l'appelle la Zarda. La Zarda dure 3 jours, pendant lesquels de grandes festivités ont lieu. Sacrifice de moutons, distribution de couscous aux pauvres présents, aux personnes présentes et aux pauvres. Du point de vue symbolique, ces offrandes ont pour objectif de resserrer les liens familiaux, maintenir la cohésion sociale et faire oublier pour quelque temps la misère du reste de l'année. Enfin, certaines confréries religieuses organisent une fois par an une grande cérémonie appelée la Kharja, c'est-à-dire un terme qui veut dire la sortie. Il s'agit d'une procession rassemblant des centaines de fidèles qui défilent à travers les principaux axes de la ville ou du village. Généralement, la procession se termine souvent par l'abattage d'un bon nombre de moutons, la préparation d'un repas collectif et des distributions alimentaires aux fidèles et aux pauvres. Bref, il convient de rappeler ici la citation de Mohamed Hussein Ben Kaira. Il dit, je cite, « Au Maghreb, toute consommation de viande est rituelle, parce qu'elle est étroitement liée à la reproduction du lien social. » La citation est terminée. Le sacrifice d'une bête, la préparation d'un plat communal et la distribution des aumônes alimentaires contribuent surtout à maintenir le sens communautaire à l'intérieur de chaque groupe social. En conclusion, il y a lieu de rappeler 2 constats importants. Le premier,
Le cheptel forme l'une des principales richesses de la régence du Tunis. Ah, quand on dit régence, c'est-à-dire une province ottomane. Ce cheptel est abondant et varié. Les ovins prédominent alors que les chèvres et le bœuf tiennent une place moins importante. Le deuxième constat, la consommation carnée dans le Tunis du XIXe siècle est une consommation variable dans le temps et dans l'espace. La viande est une denrée essentielle dont la consommation s'accroît considérablement pendant les fêtes religieuses et familiales. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci pour cette communication qui établit un rapport entre l'animal et la viande, tant au niveau des pratiques que des représentations sociales. Quelles sont les questions ? Oui. Pas bien entendu, les modes de... Non, j'entends pas. Comment ? C'est vrai, c'est parfait, ça va très bien avec le sujet. Bien, alors est-ce que vous pourriez nous dire deux mots de la façon dont on prépare l'animal qu'on va sacrifier, qu'on va manger, par leur mode d'alimentation et d'engraissement. Alors, j'ai en tête évidemment les histoires de moutons à grosse queue du Liban, qui sont des animaux familiers de la famille, qu'on nourrit après qu'on sacrifie. Mais ce qui serait très intéressant, c'est de comprendre ces modes d'engraissement. Le lien entre le gras et la fête n'est plus à souligner. Et ça renvoie un peu aussi à de la zootechnie, quelque part. Donc c'est intéressant, ce lien entre zootechnie, qualité du produit, qualité de la viande, mode de consommation. Voilà, est-ce que vous pourriez développer ça ? Bon, pour le mouton sacrifié pendant les fêtes religieuses, il est d'usage que les familles, notamment dans les villes, achètent le mouton à l'avance, beaucoup à l'avance. Et il y a une partie de la maison est réservée à l'élevage, c'est pas enfin à la bête. Donc il n'y a pas un mode d'engraissement spécial, puisque la bête elle est achetée à l'avance et elle est achetée à l'avance. Et en ce qui concerne les zones rurales, à défaut de documentation, j'ai pas beaucoup d'éléments sur l'engraissement des bêtes. Voilà, je ne sais pas si ma réponse est... En islam, toute viande et toute bête est sacrifiée, hein, parce que même oui, en islam. C'est sacrifié, consacré, parce qu'il y a quand même une chose, comme vous avez raison de me faire remarquer que c'est avec ma conception de ma culture d'occidental et chrétien, mais il n'y a pas ce qu'on peut voir, il y a sacrifié, consacré, Non, il n'y a pas de 500. Sacrifier toute viande, toute personne peut abattre une bête. Il faut juste citer le nom de Dieu et évoquer des invocations. Et voilà. Et la direction de la bête doit être vers la Mecque. Et toute personne est habilitée à sacrifier la bête. Quand même, dans sacrifier, il y a la notion de corps sacré. Et c'est vraiment ça, donc c'est ça.
Moi, j'avais juste une petite question pratique. Vous avez parlé d'un plat de viande conservée dans l'huile d'olive ou dans la graisse. Je voulais vous demander comment c'est fabriqué, comment c'est... Est-ce que la viande est désossée? Est-ce qu'elle est, Ah oui, c'est une viande désossée, séchée au soleil, et après, parfois, elle est frite et conservée dans sa graisse, puisqu'il s'agit d'un mouton gras, de grosse queue. Elle est conservée dans des petites jarres, dans sa graisse, ou bien dans l'huile d'olive. Voilà. Donc il y a 3 étapes, c'est désossé, séché au soleil et ensuite mis en jarre Voilà. de conservation. Parce que les enjeux de la conservation sont, on l'a peu évoqué ces quelques jours, mais c'est très important dans le cadre de consommation différée, enfin une consommation Ah, j'ai immédiate. oublié, elle est salée aussi. Hein. Elle est salée aussi. Elle est salée aussi. Hein. Pardon. Elle est salée et conservée dans petites jarres. Oui, juste de remarques à propos de ce qui vient d'être dit, on ne parle plus de sacrifice en médecine vétérinaire, mais d'euthanasie, qui est un terme médical, parce qu'on médicalise tout. Le terme sacrifice a une connotation religieuse, et la religion et la viande, ça pose souvent des problèmes dans les médias. La deuxième chose, par rapport à l'engraissement du mouton, je ne sais pas ce qu'il en est dans le Maghreb, parce que je connais moins bien, mais en Afrique subsaharienne, les gens achètent un mouton gras déjà. Et plus le mouton est gros, plus il est cornu, plus il vaut cher. Après, il est élevé dans la maison, au sein de la famille, mais il est quand même préparé pour le sacrifice, il est lavé régulièrement, nettoyé. Donc en fait, il n'y a pas d'engraissement spécifique puisqu'il est déjà gras au départ, quoi. Voilà. Oui, je voulais savoir, est-ce qu'il y a des bêtes qui sont considérées comme impropres au sacrifice? Et si c'est le cas, puisque tout ça est quand même un commerce, qu'est-ce qui est fait de ces animaux? En fait, il n'y a pas des bêtes impropres au sacrifice, mais la préférence est toujours portée au mouton. C'est vrai, dans les zones méridionales, il y a dans certaines régions des sacrifices de bovins, de caprins aussi. Mais il y a des prescriptions religieuses. La bête doit être âgée de au moins 6 mois. Elle ne doit pas porter un défaut. Elle ne doit pas être boiteuse ou blessée ou bordée ou la corne cassée. Donc il y a des prescriptions spécifiques, mais en général, la préférence est portée sur les ovins. Il faut qu'il soit mâle, oui. Et la bête boiteuse, on en fait quoi alors? Qu'est-ce qu'on fait avec les animaux qu'on ne sacrifie pas alors? Et vous parlez des fêtes religieuses ou de la consommation ordinaire? Mais si j'ai bien compris, vous avez dit que toutes les bêtes qui étaient destinées à la consommation étaient tuées sous une forme rituelle, c'est ça? Oui. Alors les animaux qui ne peuvent pas être tués rituellement parce qu'ils sont impropres à être tués rituellement, est-ce qu'on sait sur quel circuit est-ce qu'on les injecte? Ah non, pour les fêtes, je parle des fêtes. Je parle pour les fêtes religieuses, par exemple, la Eid al-Kibir, il y a des prescriptions religieuses. Mais pour la consommation ordinaire, il n'y a pas de souci. On peut manger toute bête, il n'y a pas de souci. Juste une remarque pour rebondir sur ce qu'a dit monsieur, et d'ailleurs on en parlait là, tout à l'heure, donc sur le terme d'euthanasie. Donc hier on a vu un film où on parlait de tuerie. Hein, donc le lieu où on abattait les animaux, ça s'appelait la tuerie. Hein. Donc ça traduit de manière peut-être plus concrète et plus réelle ce qui se passe vraiment. Donc c'est vrai qu'on utilise des termes aujourd'hui qui sont des termes un peu détournés. Je dirais sacrifice est un terme aussi un peu détourné et euthanasie aussi. Hein. Donc tuerie, ça correspond bien. Enfin, bon, alors, donc je ferme la parenthèse et simplement sur une question. Dans la Tunisie du 19e siècle, je ne sais pas s'il y a des livres de cuisine ou des choses comme ça qui permettraient d'approcher ces questions-là, mais dans l'utilisation du mouton à queue grasse, hein, la question c'est à la fois la viande du mouton et c'est la graisse qui se situe dans la queue. Hein. Et je sais que dans les traités les plus anciens, les traités issus du monde musulman les plus anciens, ceux qui ont été notamment étudiés par Maxime Rodinson, qui remontait donc à la Bagdad du Xe siècle, hein, donc qui était vraiment très, très ancien, assez ancien, hein, eh bien on utilisait pas mal justement la graisse de queue de mouton, et je me posais la question si, comme matière grasse, hein, on est bien d'accord, et je me demandais si c'était le cas aussi
si vous aviez des attestations de ça dans la Tunisie du 19e siècle, à travers la documentation diverse que vous utilisez. Bon, pour la Grèce, pour les pauvres, par exemple, la consommation de la Grèce, généralement, elle est réservée pour les gens pauvres. J'ai trouvé une indication dans le Hachaichi qui parle du XXe siècle. Il parlait de ce qu'on appelle shahma, c'est-à-dire la graisse. Il s'agit d'une graisse séchée qu'on vend chez l'épicier à un prix très bas, et c'est une consommation réservée aux pauvres. Voilà. Voilà. Je ne sais pas, peut-être. Peut-être. Ouais. Y a-t-il des animaux impropres au sacrifice? Oui, bien sûr, puisqu'il y a des normes concernant les espèces et les qualités que doit présenter un animal pour sacrifice. On ne sacrifie pas de cochon, par exemple. Le cochon, il est impropre au sacrifice. Ah non, il est interdit, le cochon, complètement. Oui, donc il est impropre au sacrifice. Et, oui, les animaux non parfaits, en leur genre, sont également impropres au sacrifice. Ça, c'est pour les fêtes religieuses, mais pour la consommation ordinaire... Ah bon? Ah oui, on peut les manger, il n'y a pas de problème. Le laxisme gagne. D'autre part, sur le terme de sacrifice, notamment dans les documents vétérinaires, y compris ministériels, est constamment employé, pas du tout au sens propre, comme euphémisme pour abattage. Et pour ce qui est de l'euthanasie, en matière d'alimentation et dans les abattoirs, on ne parle jamais d'euthanasie. L'euthanasie produit un cadavre qui ne se mange pas, l'abattage produit une viande qui se mange. Il me semble qu'il est important de bien distinguer, sinon, surtout quand on parle à des non-spécialistes, ça peut entretenir d'étranges idées qui donnent lieu à d'étranges déductions. D'accord. Si je peux juste poursuivre, parce que je trouve que ce qui est aussi intéressant, c'est de distinguer entre... Parce que pur et impur et sacré et profane, ce n'est pas les mêmes catégories. Et c'est ça qui est aussi intéressant. Il y a des animaux qui peuvent être sacrés et impurs. Et la raison, par exemple, pourquoi est-ce qu'on ne le mange pas? Est-ce que c'est parce qu'il est impur ou est-ce qu'il est pur? Ou est-ce que c'est parce qu'il est sacré ou parce qu'il est profane? Et je trouve que c'est des termes, mais vous avez raison là. C'est aussi pour ça que j'ai posé la question, parce que je trouve que le mot... dans une assemblée aussi diverse que la nôtre, à la fois des origines et puis aussi des intérêts, des champs de travail, mérite d'être un peu précisé. Alors, j'ai une précision et une question. La précision consiste, concernant les races du sacrifice, destinées au sacrifice de l'Aïd de Kébir, il faut dire que, sur ce point-là, toutes les races sont sacrifiables. On trouve beaucoup de populations, par exemple, qui sacrifient avec une chèvre ou avec un bouc, ou avec, bien sûr, sauf le porc. Ma question concernant l'Aïd de Kébir, est-ce qu'on peut parler, à propos de cette fête, d'une cuisine rituelle, comme au Maroc, on constate aujourd'hui encore au Maroc, c'est-à-dire on ne mange pas n'importe quoi, à n'importe quel moment, le jour où on égorge, on sacrifie la bête, on ne touche pas la carcasse. Il faut attendre, c'est le lendemain seulement on touche à la carcasse. On commence par le foie, la première consommation sur le foie, ce qui nous ramène à la discussion d'hier sur l'importance de la foie. À midi, on mange les tripes, et le soir, on mange la tête, soit cuit à la vapeur, soit accompagnant un couscous. Le lendemain seulement, on s'attaque à la carcasse, et tout est codifié, et une partie de la viande est conservée pour l'Ashura, et ça, vous l'avez dit. Donc, est-ce qu'en Tunisie, il y a quelque chose qui ressemble à ce processus? Merci. En
fait, ce ne sont pas les mêmes habitudes. En Tunisie, le premier jour, on attaque à la carcasse pour faire du méchoui. Et le deuxième jour, enfin, il y a d'autres plats qui sont préparés. Et ça diffère en fonction des régions. Parce que les habitudes alimentaires des régions du sud ne sont pas les mêmes que du nord. Donc, mais actuellement, dans toutes les régions, le premier jour, c'est réservé au méchoui. Hein. S'il n'y a plus de questions, je vous invite à profiter à la fois de la pause café et de la séance de posters. Donc on a... Oui, donc on m'entend là ? Non. Donc nous avons 2 posters ce matin. Je vous propose un quart d'heure de pause. Je récupère mes... Je vais prendre une minute. Excusez-moi, j'ai pas mes lunettes. Ça marche pas. Ça ne marche plus. Donc 2 posters. Un poster de Madame Nozière, Monsieur Boutonnet et Monsieur Moulin. Entre hétérogénéité et diversité des agneaux, comment les éleveurs et les opérateurs de la filière construisent une offre variée pour le marché de la viande d'agneau. Et un second poster de M. Lacombe, Chatibi, Mme Delfos et M. Casabianca, de la qualification à la certification des viandes, construction ou déconstruction de la qualité, le cas des viandes de petits ruminants en Méditerranée. Donc, par contre, je dois excuser M. Lacombe, enfin, pour le deuxième poster, ils n'ont pas pu rester jusqu'à aujourd'hui pour le présenter, mais le poster est là.
faire des timings, attention, hein. Pas comme ça. Espagnol. Si vous pouvez l'améliorer, c'est bien. Merci. Oui, oui, et si vous pouvez faire le catalan, vous êtes catalan? Oui, je suis catalan. Alors regardez bien parce que je vais chercher dans l'encyclopédie espagnole, Illustrada, qui fait le Nouveau Monde aussi. Et bon. Oui, pour moi, je travaille un peu avec les mots moutons. C'est vrai que c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'en espagnol, je ne sais pas jusqu'à quel point les mots carnero, ils viennent des mots carne. On dit dans le dictionnaire ancien, dans le dictionnaire de Sicien, on dit carnero parce que c'est la meilleure viande d'attaquer sur le carne. Et c'est aussi en portugais, c'est carneiro. Et c'est vrai, en catalan, c'est mouton comme en français. Et le problème, c'est voir s'il y a un mot différent pour les carneros, pas châtrés, pas extraits. Oui. Alors, tu as vu, il y a ici l'agneau. Il y a cordero, d'accord, borrego, puis le corderillo, et puis quand on va chercher le mouton, on retrouve cordero ici. Voilà, c'est un problème. Et ça, c'était avec un dictionnaire simple, de façon un mouton compliqué. Mais ça demanderait d'enrichir, discuter, historiser. Alors, je pense ça. Vous voulez leur feuille de renseignement avec? C'est la même liste. Exactement, j'ai préparé. Alors, je sens qu'avec vous, ça va marcher. Merci. Et ça y allait. J'ai un vieil ami qui a travaillé longtemps à la maison. Il a dirigé la Casa de Velasco. Il s'appelle Le Flem et il a travaillé à Ségovie sur les systèmes de corporation missionnaire, etc. Ça fait plein de monde. Allez. Alors, je ne sais pas, parce que ça n'est pas facile de réunir ces langues. Alors, je vais peut-être vous mettre mon email. Est-ce que vous pouvez lire? C'est Muséum national d'histoire naturelle. D'accord? Familiarizado quizás. Porque la Edad Media hispánica sí, a lo mejor me pones a hablar de una cosa similar en Holanda y me quedo como, bueno, pero claro, yo sí que me parece bastante interesante, ¿no? Además también hay Cuenca y tal, también es una zona de ganadería trashumante. De hecho Cuenca está relacionado con Valencia, no claro, es trashumante valenciano. O sea, claro, no, sí. Yo no le he puesto ahí porque el problema es que la relación con Castilla a veces se viene a través de la frontera y a veces no se ve claro cuáles son. No, claro, pero
Cuenca es una cosa que a mí me ha dado mucha atención, como la conquista de Cuenca, en los que participan Alfonso VIII de Castilla, pero también Pedro II de Aragón, no, o 1177. Tiene que ser Ramón Berenguer IV o ya Alfonso I. Claro, sí, pues eso. Entonces participan juntos las coronas de Castilla y Aragón. Y también la Orden del Temple, que también tiene, claro, conexiones con toda la zona y tal. Entonces, por eso, claro, en el fondo se ve muy claro como en el propio hecho político de la conquista, claro, lo hacen porque les interesa tener una zona franca de todos. Y ahí, de hecho, claro, en las zonas ganaderas de Cuenca, son zonas de paso trashumante entre las dos coronas, continuamente. Entonces, bastante... De hecho, hay relaciones de Valencia con Aragón, Aragón claro. con Cuenca, Castilla... Sí, es el tema, que muchas veces se tiende a estudiar a lo mejor con fronteras y tal, y en realidad no, porque obviamente los contextos geoeconómicos no entienden de fronteras, más general. Había fronteras porque había derechos.